Je m'appelle Jérôme, j'ai 28 ans, et j'ai passé toute ma vie à vivre dans l'ombre de ma sœur aînée parfaite, Lisa. Ce dîner de famille, organisé pour l'anniversaire de papa, aurait dû être une énième soirée de comparaisons habituelles, jusqu'à ce que papa lève son verre et annonce « Tu pourrais apprendre beaucoup de ta sœur, Jérôme. Elle paie ses propres dépenses. » Tout le monde a applaudi, tandis que je buvais tranquillement ma boisson. Quelque chose en moi a finalement cédé. Alors, elle ne manquera pas le virement de 3800 $ qui arrive sur son compte chaque mois, ai-je dit calmement. Le sourire de Lisa s'est instantanément éteint, et la pièce s'est figée. Les secrets de famille ont le pouvoir de tout changer. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour savoir comment un seul moment de vérité a réorganisé toute ma dynamique familiale. Grandir avec Lisa, c'était comme vivre avec un rappel constant de tout ce que je n'étais pas aux yeux de mes parents. Mon aînée de 3 ans, Lisa a placé la barre incroyablement haut dès le début. Elle a marché plus tôt, elle a parlé plus vite, et elle semblait atteindre chaque étape sans effort, bien avant l'heure, tandis que je suivais à mon propre rythme. Mes parents, en particulier papa, ne me l'ont jamais laissé oublier. Notre maison d'enfance, située dans la banlieue du Massachusetts, est devenue un sanctuaire dédié aux réussites de Lisa. Le mur du salon affichait ses certificats, ses récompenses et ses trophées. Ma mère les montrait aux visiteurs, tandis que mon père rayonnait de fierté. Lisa a encore eu toutes les meilleures notes et est devenue une annonce saisonnière dans notre foyer, comme le changement des feuilles en automne. Mes bulletins scolaires, même lorsqu'ils étaient bons, étaient accueillis par des hochements de tête distraits ou par l'inévitable « Ta sœur avait toutes les meilleures notes à ton âge ». Lisa était le prodige des mathématiques, capable de calculer des équations complexes mentalement. J'étais, pour ma part, plus attiré par les mots et les images, préférant esquisser des dessins ou écrire des histoires dans mes cahiers. Ces activités créatives étaient considérées comme des passe-temps dans notre foyer, de jolies distractions, mais pas des parcours professionnels sérieux. Pendant que Lisa était préparée au succès, j'étais largement laissé à moi-même pour trouver ma voie. Le lycée n'a fait qu'amplifier les différences dans la manière dont nous étions perçus. Lisa était major de promotion, capitaine de l'équipe de débat et présidente du gouvernement étudiant. J'ai maintenu des notes décentes tout en me concentrant sur la photographie pour le journal de l'école et en concevant des logos pour des entreprises locales en parallèle. Ces efforts entrepreneuriaux m'ont valu un peu d'argent de poche, mais peu de reconnaissance à la maison. Quand est venu le moment de postuler à l'université, mes parents ont engagé des tuteurs privés pour la préparation de Lisa au test SAT, et l'ont emmené visiter des campus de l'Ivy League. Ils supposaient que j'irais à l'université d'État locale, si tant est que j'aille à l'université. La surprise sur leur visage, lorsque j'ai obtenu une bourse partielle pour une école d'art et de commerce respectée à New York, a presque compensé les années d'attente minimisées. Presque. Lisa, bien sûr, est allée à Princeton avec une bourse universitaire partielle, elle s'est spécialisée en finance avec une mineure en économie. Mes parents ont couvert le reste de ses frais de scolarité sans la moindre hésitation. Pour ma formation, ils ont fourni une petite contribution initiale, avec l'attente claire que je travaillerais à temps partiel pour couvrir le reste. Ça forge le caractère, expliquait mon père, bien que cette philosophie de développement du caractère ne s'appliquait étrangement jamais à son enfant chéri. Après l'obtention de son diplôme, Lisa a décroché un poste prestigieux dans une société d'investissement à Manhattan, avec un bureau d'angle dès sa 3e année. J'ai choisi une voie différente, travaillant pour une petite agence de design, tout en développant des plans d'affaires pour mon propre studio de création. Lorsque j'ai finalement franchi le pas pour créer ma propre entreprise à 26 ans, la réaction de mon père fut prévisible, « Tu n'aurais pas pu t'accrocher à un vrai travail comme ta sœur ?» Ma mère, bien que plus douce dans son approche, a favorisé le favoritisme par son silence et ses propres comparaisons subtiles. Lisa a appelé aujourd'hui, elle est envisagée pour une autre promotion, disait-elle lors de nos conversations téléphoniques hebdomadaires. N'est-ce pas merveilleux? La comparaison tacite planait dans l'air pendant ces appels, un poids familier que j'avais porté pendant des décennies. Les réunions de famille élargies ne faisaient que renforcer cette dynamique. Tantes, oncles et grands-parents se pressaient autour de Lisa pour avoir des nouvelles de son impressionnante carrière, tandis que je répondais à l'occasion à une enquête polie sur mon passe-temps artistique. Ma grand-mère m'a un jour glissé 20 $ supplémentaires à Noël, en chuchotant « Je sais que les choses doivent être difficiles dans ton domaine de travail. » Cela, bien qu'elle n'ait aucune connaissance réelle de ma situation financière. Malgré tout cela, j'ai lutté avec mon sentiment d'estime de soi.
Il y a eu des périodes sombres, au début de la vingtaine, où je remettais en question chaque décision, me demandant si je ne devrais pas abandonner mes activités créatives pour suivre une voie plus similaire à celle de Lisa. Mais quelque chose en moi résistait. Je croyais en ma vision d'une entreprise qui combinerait le design créatif avec des solutions de marketing pratiques pour les petites entreprises, comme celle que j'avais aidée au lycée. Mon studio, Clarity Creative, gagnait du terrain, lentement mais sûrement, au cours des 2 dernières années. J'avais sécurisé plusieurs clients réguliers et je voyais enfin un revenu constant, jusqu'à ce qu'un client majeur fasse faillite de manière inattendue, il y a 3 mois, me laissant avec des milliers de dollars de factures impayées. Ce revers financier m'a obligé à réduire temporairement mon espace de bureau et à accepter du travail de freelance pour couvrir mes dépenses. C'est durant cette période difficile que Lisa a appelé, sa voix dégoulinant de sympathie fabriquée, proposant de glisser un mot en ma faveur au département de marketing de l'entreprise de son ami. Juste le temps que tu te ressaisisses, a-t-elle dit, comme si mon entreprise n'était qu'une phase dont je devais me débarrasser. Je l'ai poliment remercié et j'ai décliné, sans mentionner que j'avais déjà trouvé 2 nouveaux clients prometteurs. Ce que Lisa ignorait, c'est que j'avais accidentellement découvert son secret 6 mois plus tôt, alors que je l'aidais à dépanner son ordinateur portable lors d'une rare visite dans son appartement de luxe. Des notifications de son application bancaire ne cessaient d'apparaître sur son écran. Au début, j'ai essayé de les ignorer, mais une alerte récurrente a attiré mon attention, virement des parents reçus, 3 800 $. Le montant et son caractère routinier suggéraient que ce n'était pas un cadeau ponctuel. Plus tard dans la nuit, après que Lisa se soit couchée, la curiosité m'a ramené à son ordinateur portable, qu'elle avait laissé ouvert. Une vérification rapide de son application bancaire a confirmé mes soupçons. Depuis au moins 2 ans, nos parents transféraient près de 4 000 $ à Lisa chaque mois, tout en faisant simultanément l'éloge de son indépendance financière et en critiquant mes efforts entrepreneuriaux. J'ai gardé cette information pour moi, incertain de ce que je devais en faire. Une partie de moi voulait confronter Lisa ou mes parents immédiatement, mais une autre partie reconnaissait le pouvoir d'une information gardée en réserve. J'ai donc attendu, reconstruisant mon entreprise, ravalant le goût amer familier de l'injustice lors des réunions de famille, pendant que Lisa était félicitée pour son sens financier et son indépendance. Cette stratégie du silence a tenu jusqu'au dîner du 60e anniversaire de mon père, lorsque quelque chose a finalement cédé en moi. Le récit familial, soigneusement entretenu, était sur le point de rencontrer son premier défi sérieux, et aucun de nous n'allait sortir de cette soirée de la même manière. Le dîner du 60e anniversaire de papa a eu lieu chez Romano S, son restaurant italien préféré dans notre ville natale. Maman avait réservé la salle à manger privée et invité la famille élargie, soit une vingtaine de personnes, y compris les frères et sœurs de mes parents, leurs conjoints et plusieurs cousins que je voyais rarement en dehors des grandes vacances. Des verres en cristal captaient la lumière des lustres suspendus, et le riche arôme d'ail et d'herbe emplissait l'air, tandis que les serveurs apportaient les plateaux d'amuse-gueule. Je suis arrivé en avance pour aider maman avec les derniers préparatifs, plaçant le gâteau d'anniversaire personnalisé, une création sur le thème du golf de la boulangerie préférée de papa, sur une table d'appoint pour la grande révélation plus tard. Lisa est arrivée 20 minutes en retard, faisant une entrée remarquée dans une robe de créateur, s'excusant pour un appel client urgent qui ne pouvait attendre. Tout le monde a gloussé d'un air compréhensif à propos de son travail important, tandis qu'elle acceptait une coupe de champagne d'un serveur qui circulait. « Jérôme, content de te voir, mon pote. » L'oncle Franck m'a salué d'une tape chaleureuse dans le dos. « Tu fais toujours ton truc d'artiste ?» Avant que je puisse le corriger en lui expliquant que je dirigeais une entreprise légitime de marketing et de design, il a poursuivi, « Lisa me dit qu'elle gère maintenant les comptes de clients internationaux majeurs. Tes parents doivent être fous de fierté. » Cela a donné le ton à la soirée. Alors que les invités prenaient place à la longue table, la conversation a librement circulé sur le jeu de golf de papa, le travail bénévole de maman et, inévitablement, la trajectoire de carrière de Lisa. J'étais assis entre ma cousine Sarah, qui terminait ses études de médecine, et la sœur de ma mère, tante Diane. « Comment vont les affaires ?» m'a demandé tante Diane, son ton suggérant qu'elle faisait la conversation plutôt qu'elle n'était véritablement intéressée. « Ça va bien », ai-je répondu. Je viens de signer 2 nouveaux clients la semaine dernière, 2 entreprises en expansion qui cherchent à « Sarah, raconte à tout le monde tes options de résidence », a interrompu maman de l'autre côté de la table. Les projecteurs se sont détournés sans effort de mon petit succès pour se concentrer sur la carrière médicale de ma cousine. Les amuse-gueules ont laissé place aux salades, et papa a commencé à se remémorer le début de sa carrière.
J'ai commencé au courrier et j'ai gravi les échelons. Pas d'aumône, pas de raccourci. C'est comme ça qu'on construit quelque chose de vrai, a-t-il dit, levant son verre. Au travail acharné et à l'autonomie. Tout le monde a trinqué avec enthousiasme. J'ai croisé le regard de Lisa de l'autre côté de la table et j'ai remarqué un éclair de malaise traverser son visage, avant qu'elle ne le masque avec son sourire habituel. Tante Patricia a orienté la conversation vers Lisa. Parle-nous de cette promotion dont nous avons entendu parler, ma chérie. Lisa s'est redressée, brossant ses cheveux parfaitement coiffés derrière son oreille. Eh bien, je n'allais pas l'annoncer officiellement avant la semaine prochaine, mais puisque nous sommes tous en famille ici, elle a marqué une pause pour un effet dramatique, j'ai été nommée vice-présidente junior des relations avec la clientèle. Cela s'accompagne d'une augmentation significative et d'une équipe de 5 personnes qui me rapportent directement. Les applaudissements ont éclaté autour de la table. Papa rayonnait, levant son verre à nouveau, c'est ma fille, elle vise toujours plus haut. Félicitations, Lisa, ai-je dit, essayant sincèrement d'être encourageant, malgré la piqûre familière d'être le cadet moins performant. Alors que les plats principaux arrivaient, l'oncle Richard a inévitablement tourné son attention vers moi. Et toi, Jérôme? Comment se porte ta petite entreprise dans cette économie? J'ai pris une inspiration, déterminé à présenter mon travail avec confiance. En fait, après le revers dû à la faillite de Méridian, j'ai restructuré mon portefeuille de clients pour me concentrer sur des secteurs plus stables. Les 2 nouveaux comptes que j'ai sécurisés sont des entreprises établies avec des finances saines, et elles ont signé des contrats d'1 an. Papa a reniflé doucement. Les contrats peuvent être rompus, mon fils. La société de Lisa a des équipes juridiques pour protéger ses intérêts. Qui protège les tiens lorsque ces petites entreprises décident de ne pas payer? J'ai un avocat qui examine tous mes contrats, ai-je répondu, luttant pour garder ma voix égale. Et j'ai mis en place une structure de paiement échelonnée pour minimiser les risques. Bonne idée, a commenté ma cousine Sarah, mais sa voix a été perdue. Papa a poursuivi, le problème avec ta génération, c'est que vous voulez tous être entrepreneurs sans d'abord faire les années de travail de fond. Lisa a compris cela. Elle a fait ses preuves au cabinet, elle a gagné confiance et respect avant d'assumer de plus grands rôles. J'ai remarqué que Lisa se déplaçait à nouveau sur sa chaise, ses doigts se resserrant autour de son verre de vin. Quelque chose dans les discussions sur l'argent la rendait clairement nerveuse, ce qui ne faisait que renforcer ce que je savais de son arrangement financier secret. Je respecte le parcours de Lisa, ai-je dit prudemment. Mais il y a différentes routes vers le succès. Le succès, a répété papa, insistant sur le mot comme s'il était théorique dans mon cas. Eh bien, je suppose que cela dépend de la façon dont on le définit. Certaines personnes se contentent de s'en sortir. Maman a tenté de changer de sujet, l'osso bucco ici est exceptionnel. Richard, tu devrais l'essayer la prochaine fois que tu viendras. Mais papa était lancé maintenant, réchauffé par le vin et son audience captive. Vous savez ce que j'ai toujours admiré chez Lisa? Son indépendance financière. Dès l'obtention de son diplôme, elle s'est tenue sur ses 2 pieds. Bel appartement, bonne voiture, garde-robe professionnelle, tout gagné par ses propres efforts. Lisa a pris une grande gorgée de son vin, évitant le regard de quiconque. Jérôme a son propre appartement aussi, a offert maman faiblement. Dans ce quartier artistique où il y a des graffitis partout, a rétorqué papa. Lisa vit dans un immeuble avec portier à Manhattan. La conversation a continué autour de moi pendant que je mangeais tranquillement mes pâtes. Je pouvais sentir une pression monter dans ma poitrine, des années de comparaison, de rejet et de traitement inégal se condensaient en une boule dense de ressentiment. Pourtant, j'avais prévu de laisser la soirée se dérouler sans incident. C'était l'anniversaire de papa, après tout, et les confrontations n'étaient pas mon style. Cette résolution a tenu jusqu'à ce que le dessert soit servi, et que papa décide d'offrir son discours improvisé sur les leçons de la vie à 60 ans. Il a parlé d'intégrité, de travail acharné et d'autonomie, des valeurs que je partageais réellement avec lui, malgré sa conviction du contraire. Et puis, le verre levé vers son enfant préféré, est arrivé le commentaire qui allait tout changer. Et tandis que je regarde ma famille, en ce 60e anniversaire marquant, a poursuivi papa, en faisant un geste avec son verre de vin à moitié vide, je me souviens de ce qui compte vraiment. Le travail acharné, l'autonomie. Ce ne sont pas de simples mots pour moi. Ce sont des principes selon lesquels j'ai vécu. Son regard s'est posé sur Lisa, son expression s'adoucissant de fierté. Certains d'entre vous ont vraiment pris ces leçons à cœur.
Papa s'est tourné vers moi, son expression changeant subtilement. « Jérôme, tu pourrais apprendre beaucoup de ta sœur. Elle paie ses propres dépenses. » Il a levé son verre plus haut. « À Lisa, la preuve que la prochaine génération peut encore comprendre la valeur de se tenir sur ses deux pieds. » La table a éclaté d'applaudissements et de rires approbateurs. L'oncle Franck a crié « Entendu !» Tante Patricia a hoché vigoureusement la tête. Ma mère a souri timidement, ses yeux allant nerveusement de papa à moi. Lisa a accepté les éloges avec un sourire humble habituel, baissant légèrement la tête, comme si elle était embarrassée par l'attention. « Papa, s'il te plaît, c'est ton anniversaire. Nous devrions te célébrer, toi, pas moi. » Baliverne, a répondu papa. Quel meilleur cadeau que de voir ma fille réussir par ses propres mérites? J'étais assis, parfaitement immobile, un calme étrangement envahissant. Le bruit du restaurant semblait s'estomper à l'arrière-plan, tandis que j'évaluais mes options. Pendant des années, j'avais ravalé ces comparaisons, ces pics subtils et moins subtils à mes choix et à mes réalisations. J'avais maintenu la paix familiale au prix de ma propre dignité. Quelque chose a basculé en moi à cet instant. La réalisation qu'en restant silencieux, je ne protégeais pas seulement l'harmonie familiale, j'étais en fait complice d'un mensonge. Un mensonge qui faisait du mal non seulement à moi, mais potentiellement à Lisa aussi, piégée qu'elle était dans ce faux récit d'indépendance parfaite. J'ai pris mon verre d'eau, j'ai bu une longue gorgée, et je l'ai reposé délibérément. La condensation a laissé un anneau parfait sur la nappe blanche. Alors, elle ne manquera pas le virement de 3800 $ qui arrive sur son compte chaque mois, ai-je dit. Ma voix était calme, mais suffisamment claire pour être entendue à travers la table. L'effet fut immédiat et dramatique. Le sourire de Lisa a disparu, son visage se vidant de couleur si rapidement que j'aurais pu en suivre la progression. Le verre de papa s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres, le vin frôlant dangereusement le bord. La fourchette de maman a teinté sur son assiette. Un silence s'est abattu sur la table, lourd et absolu. L'oncle Richard, qui s'apprêtait à prendre une bouchée de tiramisu, a lentement reposé sa cuillère. La main de tante Diane s'est portée à sa gorge. Ma cousine Sarah a regardé entre Lisa et moi, les yeux écarquillés de surprise. Lisa s'est reprise la première, sa formation d'avocate prenant le dessus. « De quoi parles-tu » a-t-elle demandé, tentant un rire qui est ressorti comme un son étranglé. « C'est ridicule. Jérôme est juste contrarié parce que... » « Parce que quoi » ai-je demandé calmement. « Parce que j'ai passé toute ma vie à être comparé à quelqu'un dont l'indépendance financière est une fiction ? Parce que, pendant que mes difficultés commerciales étaient traitées comme des échecs personnels, ton allocation secrète n'a jamais été mentionnée. » Le visage de papa avait pris une teinte rouge alarmante. « De quoi diable accuses-tu ta sœur » J'ai soutenu son regard fermement. « Je n'accuse pas. J'énonce un fait. Depuis au moins les 2 dernières années, maman et toi transférez 3800 $ sur le compte de Lisa chaque mois. Cela représente 45 600 $ par an, un soutien familial exonéré d'impôts, alors qu'on la complimente pour son autonomie. C'est absurde, a bégayé Lisa, mais ses yeux la trahissaient. Elle savait que j'avais la preuve. Jérôme, ce n'est vraiment ni le moment ni l'endroit, est intervenue maman, sa voix tremblante. Quand est-ce le moment, maman ? Quand papa aura fini de me faire sentir comme un échec parce que j'ai pris un chemin différent ? Quand Lisa aura fini d'accepter des compliments pour une indépendance qu'elle n'a pas réellement ? L'oncle Franck s'est déplacé inconfortablement sur sa chaise. Peut-être devrions-nous vous laisser un peu d'intimité pour en discuter. Pas besoin, ai-je dit, maintenant toujours ce calme étrange. Je n'essaie pas de faire une scène. J'ai juste pensé que si nous célébrons l'honnêteté et l'autonomie ce soir, nous pourrions vouloir avoir l'image complète. Tu as toujours été jaloux de ta sœur, a dit papa, sa voix basse d'une colère. Mais c'est une nouvelle bassesse, même pour toi. Cela m'a piqué. Mais j'étais au-delà du point où sa désapprobation pouvait me réduire au silence. Vérifie tes relevés bancaires, papa. Le premier de chaque mois, comme une horloge. J'ai des captures d'écran si tu veux les voir. Le sang-froid de Lisa s'est effondré entièrement. Tu as fouillé mes informations financières privées, a-t-elle exigé, les larmes montant aux yeux. Comment oses-tu ? Maman a posé une main protectrice sur le bras de papa, alors qu'il commençait à se lever de sa chaise. William, s'il te plaît, pas ici. Tante Patricia, toujours friande de drame, a chuchoté bruyamment à l'oncle Richard, j'ai toujours dit qu'il la gâtait jusqu'à la moelle.
Les larmes de Lisa coulaient maintenant, le mascara laissant des traces sur ses joues. Tu ne comprends rien à ma vie ou à mes dépenses. Vivre à Manhattan, ce n'est pas comme vivre dans ton quartier bohème. Les attentes à mon niveau sont exactement ça, ai-je terminé pour elle, des attentes, pas des exigences. Tu as choisi l'appartement de luxe, la garde-robe de créateur, les clubs sociaux exclusifs. Ce n'étaient pas des exigences de travail. C'étaient tes préférences. Papa a retrouvé sa voie. Est-ce vrai, Lisa? Tu as accepté de l'argent de notre part tout en me laissant croire. Il ne pouvait pas terminer la phrase, la trahison était évidente dans son expression. Les épaules de maman se sont affaissées. William, je pensais que tu étais au courant. Je n'ai jamais caché les virements de notre compte joint. Une nouvelle vague de murmures choqués a parcouru la famille à mesure que cette couche supplémentaire était révélée. Papa s'est tourné vers maman, l'incrédulité inscrite sur ses traits. Tu étais au courant de cela. S'il vous plaît, ne faisons pas cela ici, a plaidé Lisa, regardant autour de notre famille élargie, tous témoins de l'effondrement en temps réel de son image soigneusement construite. Je n'avais pas anticipé l'implication de ma mère, ni la profondeur de la tromperie. Ce que j'avais cru être un secret entre mes parents et Lisa semblait maintenant être quelque chose dont mon père avait également été tenu à l'écart. Cette réalisation m'a fait marquer une pause, soudain incertain des conséquences que j'avais déclenchées. Je pense, a dit tranquillement ma cousine Sarah à côté de moi, que nous devrions probablement laisser de l'espace à votre famille immédiate. Elle s'est levée, incitant les autres à faire de même avec des murmures d'excuses et des regards détournés. Alors que la famille élargie ramassait maladroitement ses affaires, la célébration d'anniversaire étant effectivement terminée, j'ai surpris des variations de « appelle-nous plus tard » et « fais-nous savoir si tu as besoin de quelque chose » adressées à mes parents. Personne ne savait vraiment quoi dire à Lisa ou à moi. Papa était assis, abasourdi, regardant entre maman et Lisa, tandis que la réalité de la situation s'installait. Son dîner de 60e anniversaire s'était transformé d'une célébration en une révélation de secrets de famille qui lui avaient aussi été cachés. En essayant d'exposer une vérité, j'en avais involontairement révélé une autre. Mon père, malgré tous ses discours sur le patriarcat familial, avait été tenu dans l'ignorance par ma mère concernant leurs propres finances. La salle à manger privée, qui s'était sentie intime et festive quelques instants plus tôt, semblait maintenant claustrophobe, nous piégeant tous les quatre avec des vérités que nous ne pouvions plus éviter. Alors que les derniers membres de notre famille élargie sortaient de la salle à manger privée, jetant des regards curieux par-dessus leurs épaules, un silence oppressant s'est abattu sur nous quatre. Le gâteau d'anniversaire à moitié mangé gisait oublié sur la table d'appoint, l'inscription « Joyeux 60e William » semblant maintenant presque festive de manière moqueuse. Lisa a rompu le silence la première, son comportement professionnel soigneusement élaboré étant complètement abandonné. Ce n'est pas ce que ça semble être, a-t-elle bégayé frénétiquement, essuyant son visage strié de larmes avec une serviette en lin. L'argent est. C'est plutôt un prêt, un arrangement temporaire, jusqu'à ce que mes investissements arrivent à maturité. Papa l'a fixé avec une expression que je n'avais jamais vue dirigée vers ma sœur auparavant, la déception mêlée à la blessure. Un prêt pendant 2 ans? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de cet arrangement? Maman a tendu la main vers la sienne à travers la table, mais il l'a retirée. William, j'aurais dû en discuter avec toi. Je savais simplement à quel point tu étais fier de l'indépendance de Lisa, et elle avait des difficultés avec le coût de la vie à Manhattan quand elle a commencé. Alors vous avez décidé de me mentir, tous les deux. La voix de papa était anormalement calme. Je me suis assis en retrait, témoin d'une dynamique familiale que je n'avais jamais vue. Mon père, d'habitude si sûr de lui et autoritaire, semblait perdu. Ma sœur, normalement posée et éloquente, était réduite à des explications incohérentes. Et ma mère, l'éternelle gardienne de la paix, était prise dans sa propre toile de tromperie. Comment exactement as-tu découvert cela, Jérôme? Papa s'est tourné vers moi, son ton accusateur bien qu'il soit la partie lésée dans ce scénario. J'ai expliqué plus en détail l'histoire de l'aide informatique, 6 mois auparavant. Ces notifications bancaires n'arrêtaient pas d'apparaître à l'écran pendant que je travaillais. Après avoir vu la 3e alerte virement des parents, je suis devenu curieux. Quand elle est allée se coucher, son ordinateur portable était toujours ouvert sur son application bancaire. J'ai vu 2 années de virements mensuels réguliers, tous du même montant. Tu as fouiné dans mes informations financières personnelles, a crié Lisa, tentant de détourner le blâme. Oui, je l'ai fait, ai-je admis.
Et c'était mal de ma part. Mais ce que j'ai trouvé était plus mal encore. Et tu as gardé cette information pendant 6 mois, a demandé papa. Pourquoi la révéler maintenant, le jour de mon anniversaire? La question m'a fait hésiter. Pourquoi avais-je choisi cet instant? Je suppose que j'ai atteint mon point de rupture, ai-je dit finalement. Quand tu as fait ce commentaire sur Lisa qui paie ses propres dépenses, quelque chose en moi a juste craqué. Après des années à être comparé défavorablement à Lisa, t'entendre la féliciter pour quelque chose qui n'était même pas vrai. Je ne pouvais plus rester silencieux. Maman a tamponné ses yeux avec une serviette. Je n'ai jamais voulu que cela devienne une situation aussi compliquée. Lisa m'a appelé une nuit, il y a près de 2 ans, bouleversée par l'augmentation de son loyer et sa dette de carte de crédit. Elle s'inquiétait de maintenir les apparences au travail. Les apparences, a répété papa. Lisa a dégluti difficilement. À ma position, il y a des attentes, la bonne adresse, les bons vêtements, les bons événements sociaux. Tout cela coûte de l'argent. Les salaires de départ, même dans des cabinets prestigieux, ne couvrent pas le style de vie qui est implicitement requis. Alors, au lieu de vivre selon tes moyens ou d'en parler avec moi, tu es passé dans mon dos avec ta mère, la voix de papa s'est légèrement élevée. Je ne voulais pas te décevoir, a chuchoté Lisa, paraissant plus petite que je ne l'avais jamais vue. Tu étais si fière de moi, tu parlais toujours de la façon dont je réussissais seul dans la grande ville. Et qu'en est-il de Jérôme? Papa a fait un geste vers moi. Pendant que tu prenais secrètement de l'argent de la famille, je le critiquais pour ses difficultés commerciales et ses choix financiers. L'ironie n'a échappé à personne à la table. Lisa a fixé son assiette, incapable de croiser mon regard. Les virements étaient censés être temporaires, a expliqué maman. Juste jusqu'à ce que Lisa obtienne sa promotion. Mais ensuite, il y avait une autre promotion à atteindre. Et les dépenses n'arrêtaient pas d'augmenter. Un meilleur appartement dans un meilleur quartier, des événements de réseautage professionnel, une nouvelle garde-robe. Mon loyer est de 4 000 $ par mois, a admis Lisa tranquillement. Mes remboursements de prêts étudiants représentent 1 500 $ supplémentaires. Les dîners d'affaires, les cadeaux clients, les vêtements. Tout s'accumule si vite. L'argent de vous et maman couvrait à peine les dépenses de base. Papa a semblé véritablement choqué. 4 000 $ de loyer? Lisa, c'est plus que mon premier paiement hypothécaire. C'est Manhattan, papa, et je dois vivre dans le bon quartier pour être prise au sérieux. Alors, pendant tout ce temps, ai-je dit, pendant que je comptais les sous pour maintenir mon entreprise à flot, travaillant 16 heures par jour, vivant dans mon quartier bohème, et qu'on me disait de suivre l'exemple financièrement responsable de Lisa, elle recevait ce qui équivalait à un supplément de salaire exonéré d'impôts de la part de nos parents. Lisa s'est tournée vers moi, les larmes coulant librement maintenant. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Tout le monde au cabinet vient de familles aisées. Ils ont tous des relations familiales, un soutien familial. Tu essayais de concourir sur un terrain inégal en faisant semblant d'être quelque chose que tu n'es pas, ai-je répondu, sans méchanceté. Je comprends la pression, Lisa. Mais j'ai fait face à la mienne honnêtement. Maman a regardé entre nous, ses instincts de gardienne de la paix reprenant le dessus malgré son propre rôle dans la tromperie. Peut-être devrions-nous emmener cette conversation dans un endroit plus privé. Le personnel devra bientôt nettoyer. Papa a secoué la tête, toujours en train de digérer. Je ne comprends pas comment cela s'est passé à mon insu. Ce sont des montants d'argent significatifs, Margaret. Comment as-tu réussi à me cacher cela? L'expression de maman est devenue défensive. Je ne l'ai pas caché, William. J'ai utilisé l'héritage de mon père. Tu as toujours dit que cet argent m'appartenait et que je pouvais l'utiliser comme bon me semblait. Tu as choisi d'aider notre fille, tout en me regardant réprimander notre fils pour ses choix financiers, a dit papa tranquillement. C'est là que tu as franchi une ligne, Margaret. Un silence inconfortable s'est abattu sur la table, tandis que cela était assimilé. Ma mère avait permis une dynamique familiale qui avait causé un réel préjudice, non seulement à moi, mais aussi à Lisa, piégée qu'elle était dans un style de vie qu'elle ne pouvait pas réellement se permettre. J'ai aussi une dette de carte de crédit, a admis Lisa d'une petite voix. Environ 30 000 $. Les dépenses de l'entreprise sont remboursées, mais pas immédiatement, et parfois les dépenses personnelles et professionnelles se mélangent. Papa a fermé les yeux brièvement, comme si les révélations étaient physiquement douloureuses. Pendant tout ce temps,
j'ai cru qu'au moins un de mes enfants avait réussi, avait suivi mon exemple. Il m'a regardé avec des yeux nouveaux. Pendant ce temps, tu faisais exactement ce que je prétendais respecter, construire quelque chose par toi-même, selon tes moyens, sans aumône. C'était ce qui s'apparentait le plus à des excuses ou à une reconnaissance que j'ai jamais reçue de mon père. Et cela a eu un poids surprenant. Pendant des années, tout ce que j'avais voulu était qu'il considère mon chemin comme valide, qu'il reconnaisse mes efforts comme méritoires. Je n'ai jamais voulu que cela se sache de cette manière, ai-je dit, me sentant soudain épuisé. Je ne pouvais juste plus supporter un autre dîner de famille où j'étais la déception, tandis que Lisa était présentée comme le modèle de la réussite. Lisa a essuyé son visage, laissant des taches de mascara coûteux sur la serviette blanche du restaurant. Je suis désolé, Jérôme. Je n'ai jamais corrigé papa quand il faisait ces comparaisons. J'aurais dû le faire. Le dîner d'anniversaire était effectivement terminé. L'atmosphère de fête s'était complètement dissipée. Alors que nous ramassions nos manteaux et nous préparions à quitter la salle à manger privée, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait basculé dans notre dynamique familiale. Des secrets avaient été exposés. Des récits de longue date avaient été remis en question, et aucun de nous n'était tout à fait sûr de ce qui allait les remplacer. Nous avons quitté Romanoès dans des voitures séparées, une manifestation physique de notre distance émotionnelle. Papa avait insisté pour conduire seul, malgré les protestations de maman. Lisa avait appelé un service de covoiturage, disparaissant sur la banquette arrière sans croiser le regard de quiconque. Maman m'avait proposé de me raccompagner, ce que j'ai refusé avec une excuse murmurée sur le besoin de marcher et de me vider la tête. L'air frais de la nuit a frappé mon visage, tandis que je descendais des rues familières, passant devant des devantures fermées et des maisons tranquilles. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises dans ma poche, des messages textes de parents curieux, sans aucun doute avides de détails sur le drame familial dont ils avaient été témoins du début. Je les ai tous ignorés. Lorsque j'ai atteint mon appartement, il était près de minuit. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis effondré sur mon canapé, l'adrénaline de la confrontation s'est finalement dissipée, me laissant épuisé. Je n'étais pas sûr de me sentir victorieux ou coupable. Peut-être les deux. Le bourdonnement de mon téléphone a continué. Jetant un coup d'œil à l'écran, j'ai vu plusieurs appels manqués de mes deux parents et un flux de messages textes de Lisa, alternant entre la colère et les excuses. Comment as-tu pu m'humilier comme ça? Je suis désolé de ne jamais avoir parlé quand papa nous comparait. Tu n'avais pas le droit d'exposer mes finances privées. Je n'ai jamais voulu que les choses deviennent si compliquées. J'ai mis le téléphone de côté sans répondre. Il n'y avait rien que je puisse dire ce soir-là qui n'aurait pas empiré les choses. Le sommeil est venu par intermittence, et je me suis réveillé le lendemain matin au son d'un coup insistant à ma porte d'appartement. Enfilant un t-shirt, j'ai plissé les yeux à travers l'œilleton pour trouver mon père debout dans le couloir, son expression illisible. J'ai hésité avant d'ouvrir la porte. En 30 ans, mon père n'avait jamais visité mon appartement une seule fois. Puis-je entrer, a-t-il demandé sèchement. Je me suis écarté, soudainement très conscient de mon espace de vie modeste, des meubles d'occasion, du mur de bibliothèque faite de planches et de blocs de béton, du bureau dans le coin encombré d'esquisses de design et de notes de clients. Mon père a tout inspecté avec une expression que je ne pouvais pas interpréter. Café, ai-je offert. Noir. Il a hoché la tête, prenant place à ma petite table de cuisine. Je me suis affairé à la cafetière, reconnaissant d'avoir quelque chose à faire de mes mains. Quand je me suis finalement assis en face de lui, des tasses entre nous comme une zone tampon, il a parlé. Ta mère et moi avons eu une longue conversation la nuit dernière, a-t-il commencé. À propos d'argent, à propos de parentalité, à propos d'équité. Il a pris une gorgée de café. À propos de combien je me suis trompé sur certaines choses. Je l'ai regardé fixement, incertain de comment répondre à cet aveu sans précédent. Je ne suis pas ici pour m'excuser, a-t-il poursuivi, et j'ai senti une déception familière monter. Pas exactement. Je suis ici pour comprendre. Il a fait un geste autour de l'appartement. Pour voir comment tu vis réellement. Pas comment je t'ai imaginé vivre. Ce n'était pas exactement une branche d'olivier, mais c'était quelque chose. Que veux-tu savoir, ai-je demandé. Tout, a-t-il dit simplement. À propos de ton entreprise, de tes finances, de tes plans. Pendant l'heure qui a suivi, je lui ai expliqué mon modèle d'entreprise, ma liste de clients, mes revers et mes succès. Je lui ai montré mon portfolio, mon calendrier de réservation,
mes feuilles de calcul comptable soigneusement tenues. Il a posé des questions étonnamment perspicaces sur ma structure de prix, ma stratégie de marketing, ma vision à long terme. Tu as construit quelque chose de réel ici, a-t-il dit finalement. Quelque chose d'honnête. Les mots m'ont frappé plus fort que prévu. Pendant toutes ces années, c'était tout ce que j'avais voulu qu'il voie. Lisa est dans un état terrible, a-t-il poursuivi, changeant brusquement de sujet. Elle est restée avec ta mère la nuit dernière. Elle a pleuré pendant des heures. Elle a dit qu'elle vivait un mensonge depuis si longtemps qu'elle ne savait plus qui elle était. Je ne voulais pas la détruire, ai-je dit doucement. Tu ne l'as pas détruite. Elle a fait ses choix. Ta mère a fait les siens. J'ai fait les miens. Il s'est frotté le visage, paraissant soudain chaque année de ses 60 ans. Nous avons tous contribué à cette situation. Mon téléphone a vibré avec un appel entrant de tante Diane, que j'ai refusé. La famille élargie se régale avec ça, ai-je commenté. Laisse-les, a dit papa d'un ton désinvolte. Nous avons des problèmes plus importants à régler. Alors qu'il se préparait à partir, il a marqué une pause à la porte. Ta sœur veut te parler. Pas aujourd'hui, mais bientôt. Elle a des choses à dire. J'ai hoché la tête, sans m'engager à quoi que ce soit. J'y penserai. Après son départ, je suis resté assis dans le calme de mon appartement, essayant de digérer le changement sismique dans ma dynamique familiale. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon père m'avait regardé, vraiment regardé, sans me comparer à Lisa. Cela ressemblait à un premier pas sur un chemin inconnu. Au cours de la semaine suivante, je me suis plongé dans le travail, reconnaissant pour la distraction des délais clients et des défis de design. J'ai répondu poliment mais brièvement aux questions curieuses des membres de ma famille élargie, refusant d'alimenter la machine à rumeurs. Maman appelait quotidiennement, ses messages de plus en plus inquiets alors que je maintenais ma distance émotionnelle. 10 jours après la révélation du dîner d'anniversaire, Lisa m'a envoyé un message texte me demandant de nous rencontrer pour un café. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Elle était déjà assise à une table de coin lorsque je suis arrivé au café, visiblement habillée de manière décontractée, en jean et un simple pull, au lieu de son tailleur habituel. Le sac à main de créateur n'était nulle part en vue. Merci d'être venu, a-t-elle dit quand je me suis assis. Sa voix manquait de sa confiance habituelle. J'ai pensé que nous devrions parler tôt ou tard, ai-je répondu. Lisa a enveloppé ses mains autour de sa tasse. J'ai beaucoup réfléchi depuis cette nuit. Elle a pris une profonde inspiration. Tu avais raison sur tout. J'ai vécu un mensonge, prétendant être autonome tout en acceptant une aide qui t'a été refusée. Je ne l'ai pas fait pour te blesser, Lisa, ai-je dit. Je ne supportais juste plus les comparaisons. Je sais, et je suis désolé de ne jamais les avoir arrêtées, elle a levé les yeux, croisant mon regard directement. La vérité, c'est que j'ai été jalouse de toi pendant des années. Cela m'a pris complètement au dépourvu. Jalouse de moi? C'est ridicule. Est-ce le cas? Elle a eu un sourire triste. Tu as construit quelque chose à toi. Quelque chose de réel, comme papa l'a dit. Pendant ce temps, j'ai travaillé 80 heures par semaine à un emploi qui me remplacerait en un clin d'œil, dépensant de l'argent que je n'ai pas pour impressionner des gens que je n'aime même pas. Je ne savais pas comment répondre à ce renversement de rôle, où l'enfant chéri enviait la déception. J'ai fait quelques changements, a-t-elle poursuivi. J'ai donné mon préavis pour mon appartement. Je déménage dans un endroit plus petit à Brooklyn le mois prochain. J'ai coupé 3 de mes 5 cartes de crédit, et, elle a hésité. J'ai dit à maman et papa que je n'accepterais plus de virements mensuels. C'est un grand ajustement, ai-je dit, sincèrement impressionné. C'est terrifiant, a-t-elle admis, mais aussi libérateur. Pour la première fois depuis des années, je vais vivre honnêtement selon mes moyens. Alors que nous continuions à parler, Lisa a révélé davantage sur la pression qu'elle avait ressentie pour maintenir les apparences, la culture compétitive de son cabinet, les peurs d'être exposée comme une imposture. Derrière la façade parfaite qu'elle avait présentée à la famille se cachait une personne tout aussi peu sûre d'elle et incertaine que je m'étais souvent senti, juste avec des atours extérieurs différents. Au moment où nous nous sommes séparés, quelque chose avait changé entre nous. Le piédestal sur lequel elle avait été placée s'était écroulé, nous permettant de commencer à nous voir comme des égaux, comme des adultes avec des forces et des difficultés différentes, et non comme l'enfant chéri et la déception que nos parents nous avaient assignés. Ce soir-là, j'ai reçu un message texte de maman.
Ton père et moi avons parlé à un thérapeute familial. Elle a suggéré une session de groupe. Serais-tu prêt à te joindre à nous? Lisa a déjà accepté. J'ai fixé le message pendant un long moment. Mon premier instinct était de refuser, de protéger la distance émotionnelle que j'avais maintenue depuis la confrontation. Mais quelque chose dans ma conversation avec Lisa avait adouci ma résolution. Peut-être y avait-il une voie à suivre pour notre famille qui ne nécessitait pas de maintenir les anciens rôles et ressentiments. Quand j'ai répondu par un message texte, la réponse de maman est venue immédiatement, comme si elle avait attendu anxieusement près de son téléphone. Samedi à 11 h, bureau de la docteure Ashley Wilson. Merci, Jérôme. Alors que je posais mon téléphone, j'ai ressenti un étrange mélange d'appréhension et d'espoir. La dynamique familiale qui avait défini la majeure partie de ma vie avait été irrévocablement altérée. Ce qui allait la remplacer restait à voir. Les semaines qui ont suivi le dîner d'anniversaire de papa ont été un étrange entre-deux, où les anciens schémas étaient perturbés et les nouveaux pas encore établis. Le silence de la part de mes parents a duré précisément 4 jours avant que maman ne rompe les rangs avec des messages vocaux larmoyants. La visite inattendue de papa à mon appartement avait été la première fissure dans sa façade. Les messages de Lisa continuaient de basculer entre la colère défensive et l'excuse vulnérable, alors qu'elle faisait face à son propre rôle dans le dysfonctionnement de notre famille. Les membres de la famille élargie se sont montrés curieux, comme on pouvait s'y attendre, au sujet du drame du dîner. Tante Diane a appelé 3 fois en une journée, masquant à peine sa curiosité sous des airs de préoccupation. L'oncle Franck a envoyé un message texte demandant si je voulais prendre une bière et parler, ce que j'ai poliment refusé. Ma cousine Sarah, à son crédit, a envoyé un simple message, là si tu as besoin de moi, pas de question. Je me suis jeté dans le travail avec une détermination renouvelée. Les 2 nouveaux clients que j'avais mentionnés au dîner, une brasserie locale en pleine expansion de distribution et une marque de vêtements durables lançant leur boutique en ligne, ont fourni une distraction bienvenue du chaos familial. Les réunions de design, les sessions de stratégie marketing et les délais de création de contenu ont structuré mes journées et m'ont donné un but. Un résultat inattendu de la confrontation fut qu'un poids que je n'avais pas entièrement reconnu s'était soulevé de mes épaules. L'épuisante prétention que Lisa était parfaite et que j'étais d'une manière ou d'une autre déficient n'avait plus besoin d'être maintenue. Quoi qu'il arrive ensuite pour notre famille, ce mensonge particulier avait été définitivement dissipé. Le samedi matin est arrivé avec un nœud d'anxiété dans mon estomac. La thérapie familiale semblait à la fois nécessaire et ridicule. Était-il possible de démêler des décennies de parentalité comparative et d'attentes inégales en 1 heure avec une étrangère? Le bureau de la docteure Wilson occupait une maison victorienne reconvertie près du centre-ville, avec une discrète plaque en laiton près de la porte. La salle d'attente était peinte d'un vert sauge apaisant, avec des chaises confortables disposées en cercle lâche. Lisa était déjà là quand je suis arrivé, étudiant un magazine avec une concentration intense. Maman et papa sont entrés quelques minutes après moi, la tension entre eux étant palpable. Merci à tous d'être venus, nous a accueilli la docteure Wilson, une femme dans la cinquantaine, aux cheveux noirs striés d'argent et aux yeux perspicaces. C'est un premier pas courageux. La session a commencé maladroitement, la docteure Wilson établissant des règles de base sur le fait de parler en utilisant des déclarations en « je » et de permettre à chaque personne de terminer ses pensées sans interruption. Papa était assis rigidement, manifestement mal à l'aise avec tout le concept de thérapie. Maman serrait un mouchoir, anticipant des larmes qui allaient effectivement venir plus tard. Lisa avait adopté sa posture professionnelle de réunion, jambes croisées à la cheville, mains jointes sur ses genoux. Commençons par ce qui vous a amené ici, a suggéré la docteure Wilson. Jérôme, seriez-vous prêt à partager votre perspective, puisque le récent dîner semble avoir été un catalyseur? Mis à l'épreuve, j'ai hésité avant de trouver ma voie. J'ai passé toute ma vie à être comparé à Lisa, ai-je commencé lentement. Chaque réalisation, chaque revers, chaque choix a été mesuré par rapport à son chemin. Quand j'ai découvert que la base de beaucoup de ces comparaisons était fausse, que Lisa recevait un soutien financier pendant que j'étais critiqué pour ne pas être aussi indépendant qu'elle. Quelque chose en moi a juste craqué. Papa s'est déplacé inconfortablement alors que je continuais. Je ne suis pas en colère parce que Lisa a reçu de l'aide. Je suis en colère contre la disparité de traitement. Je suis en colère d'avoir été fait sentir comme un échec pour avoir pris un chemin différent. Je suis en colère que Lisa ait été félicitée pour une autonomie qui n'était pas réelle. Lisa a regardé le sol pendant que je parlais, mais a hoché légèrement la tête en signe de reconnaissance. William,
La docteure Wilson s'est tournée vers mon père. Comment répondez-vous à ce que Jérôme a partagé? Papa s'est éclairci la gorge. J'ai toujours voulu le meilleur pour mes deux enfants, a-t-il commencé défensivement. Tout ce que j'ai fait était pour les pousser vers le succès. Et comment définiriez-vous le succès? A demandé la docteure Wilson. Cette simple question a semblé le dérouter momentanément. La sécurité financière, la réussite professionnelle, l'indépendance. Pourtant, vous avez soutenu financièrement un enfant tout en critiquant l'autre pour ses choix financiers, a observé la docteure Wilson, neutrement. Je n'étais pas au courant de l'argent, a insisté papa, se tournant vers maman. Margaret a géré ses virements à mon insu. Maman a tordu son mouchoir. Je pensais que j'aidais. Lisa avait besoin de soutien pour s'établir dans une ville chère. Jérôme semblait s'en sortir. Avez-vous déjà demandé à Jérôme s'il avait besoin de soutien, s'étanquit la docteure Wilson. La question est restée en suspens, soulignant des années d'hypothèses et de questions non posées. Je ne pensais pas qu'il l'accepterait, a dit maman finalement. Il a toujours été si déterminé à faire les choses à sa manière. Parce que c'est ce que papa nous a appris à valoriser, ai-je interjeté, ma composure glissant. L'autonomie était l'évangile dans notre maison, sauf qu'apparemment, cela ne s'appliquait qu'à moi. Lisa a pris la parole, sa voix inhabituellement petite. Je n'ai jamais voulu faire partie d'une tromperie. Cela a commencé comme une aide temporaire pendant une période difficile, mais ensuite c'est devenu normal, attendu. J'étais piégé dans une image que je ne pouvais pas réellement maintenir. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de maintenir cette image, lui a demandé la docteure Wilson. Lisa a regardé directement papa pour la première fois. Parce que rien ne te rendait plus fier que lorsque tu pouvais te vanter de mon succès, de mon indépendance, de ma vie parfaite. Je ne pouvais pas supporter de te décevoir. L'expression de papa s'est légèrement adoucie. Je n'ai jamais voulu créer cette pression. Mais tu l'as fait, a poursuivi Lisa, prenant de l'élan pour nous deux. Jérôme a senti qu'il ne pourrait jamais être à la hauteur de tes attentes, et j'ai senti que je ne pourrais jamais y manquer. La docteure Wilson a hoché la tête. Il semble que vous ayez tous les deux porté de lourds fardeaux, de différentes sortes. La conversation a continué, épluchant les couches de dynamique familiale qui s'étaient calcifiées au fil des décennies. Maman a admis avoir permis le traitement inégal par ce qu'elle appelait des « besoins différents », mais qui ressemblaient plus honnêtement à du favoritisme. Papa a reconnu qu'il avait projeté ses propres définitions de succès sur ses enfants, sans considérer leurs forces et aspirations individuelles. Lisa a avoué savoir que les comparaisons me blessaient, mais les a laissées continuer parce qu'elles lui étaient bénéfiques. Ma propre révélation est survenue vers la fin de la session, lorsque la docteure Wilson a demandé ce que j'espérais voir changer à l'avenir. Je n'ai pas besoin de l'argent de mes parents, ni même de leur approbation de mes choix de carrière, ai-je dit après réflexion. Mais j'ai besoin de respect. J'ai besoin de reconnaissance que mon chemin est valide, même s'il est différent de ce qu'ils imaginaient pour moi. J'ai besoin que les comparaisons cessent. Au moment où la session s'est terminée, nous avions tous été émotionnellement essorés, mais nous avions aussi fait les premiers pas vers une dynamique familiale plus honnête. Nous avons convenu de poursuivre la thérapie individuelle et de groupe, reconnaissant qu'une session ne pouvait pas annuler des décennies de schémas établis. Sur le parking par la suite, papa s'est approché de moi, tandis que maman et Lisa marchaient devant vers leur voiture. « Ton entreprise » a-t-il dit abruptement. « Le client de la brasserie, cherche-t-il des investisseurs » J'ai cligné des yeux de surprise. Il pourrait l'être. Leurs plans d'expansion sont ambitieux. Il a hoché la tête. Envoie-moi leur plan d'affaires. S'il semble solide, je pourrais être intéressé. Ce n'étaient pas des excuses. Pas exactement. Mais venant de mon père, cette expression de foi dans mon jugement professionnel signifiait plus que des mots n'auraient pu le faire. Au cours des mois suivants, de petits changements se sont accumulés en des glissements significatifs. Lisa a réduit ses dépenses en déménageant dans un appartement modeste à Brooklyn, coupant ses frais de subsistance de près de la moitié. Elle a commencé à consulter sa propre thérapeute chaque semaine, travaillant sur l'anxiété qui avait motivé son besoin de validation externe. Elle a même commencé à sortir avec quelqu'un en dehors de son cercle social habituel, un professeur d'histoire au lycée qui semblait étonnamment peu impressionné par les symboles de statut corporatif. Papa, fidèle à sa parole, a examiné le plan d'affaires de la brasserie et a fini par faire un petit investissement. Plus significativement, il a commencé à poser des questions authentiques sur mes autres clients et projets,
offrant des conseils d'affaires lorsque je les demandais, mais respectant mes décisions lorsque nous étions en désaccord. Maman a le plus lutté avec le changement des schémas établis. Son instinct de lisser les conflits et de maintenir l'harmonie superficielle était profondément ancré. Mais avec l'aide de la thérapie, elle a commencé à reconnaître comment son rôle de gardienne de la paix avait parfois permis des dynamiques nuisibles. Ma propre entreprise a continué de croître, ironiquement bénéficiant de la nouvelle confiance en soi qui est venue en me défendant enfin. J'ai élargi ma liste de clients et j'ai embauché une assistante à temps partiel pour aider à gérer la charge de travail accrue. Pour la première fois, je me suis retrouvé à refuser des projets qui ne correspondaient pas à ma vision, plutôt que de saisir tout ce qui se présentait. Exactement un an après le fatidique dîner d'anniversaire, nous nous sommes retrouvés à nouveau chez Romano S. Même restaurant, même salle à manger privée, mais une dynamique familiale profondément différente. Le 61e anniversaire de papa fut une affaire plus petite, juste nous quatre, d'un commun accord. Lisa est arrivée vêtue de vêtements simples et élégants, plutôt que de symboles de statut. Elle a parlé avec enthousiasme d'un programme d'éducation financière auquel elle avait commencé à faire du bénévolat le week-end. J'enseigne aux jeunes professionnels comment vivre selon leurs moyens et construire une véritable indépendance financière, a-t-elle expliqué, l'ironie n'échappant à aucun de nous. Maman a présenté à papa un album photo qu'elle avait compilé, contenant des photos de Lisa et de moi, de l'enfance à aujourd'hui. J'ai remarqué avec appréciation que le ratio était remarquablement équilibré, plus un sanctuaire dédié aux réalisations d'un enfant avec l'autre comme une pensée après coup. Lorsque le serveur a apporté le gâteau d'anniversaire de papa, il a levé son verre pour un toast. Je me suis tendu momentanément, les vieux réflexes anticipant une comparaison ou une pique subtile. À ma famille, a-t-il dit simplement. À la vérité, à la croissance, et à nous accepter les uns les autres tels que nous sommes, non pas tels que nous pensons que les autres devraient être. Nous avons trinqué, le son résonnant de possibilités qui n'existaient pas il y a un an. Plus tard ce soir-là, alors que nous nous préparions à partir, papa m'a pris à part. Ta mère et moi avons parlé. L'argent que nous envoyions à Lisa, nous l'avons mis de côté. Il est là si tu en as besoin pour l'expansion de ton entreprise. J'ai considéré son offre, appréciant le geste tout en reconnaissant ce qu'il était, une tentative de rééquilibrer les échelles rétroactivement. Merci, papa, mais j'ai obtenu un petit prêt commercial pour l'expansion. Je préfère continuer à grandir à mon propre rythme, selon mes propres termes. Il a hoché la tête, le respect évident dans son expression. Je comprends. L'offre tient si tu changes d'avis. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi au chemin parcouru par notre famille au cours de l'année écoulée. La douloureuse révélation lors du 60e anniversaire de papa avait été comme percer une plaie, salissante et douloureuse, mais nécessaire pour qu'une véritable guérison commence. Mon succès commercial semblait significatif d'une manière qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il était venu avec un soutien financier parental. Il y avait quelque chose de puissant à savoir que j'avais construit Clarity Creative entièrement grâce à mes propres efforts, ma vision et ma persévérance. Le chemin avait été plus difficile, peut-être, mais la réalisation était indéniablement mienne. Lisa avait trouvé sa propre forme de liberté dans l'honnêteté. N'étant plus piégée par les apparences ou les attentes, elle découvrait qui elle était vraiment au-delà du récit de l'enfant chéri. Notre relation, autrefois définie par la compétition et le ressentiment, avait évolué vers quelque chose qui ressemblait à une amitié entre égaux. Mes parents, eux aussi, changeaient d'une manière que je n'aurais pas cru possible. Les définitions rigides de succès de papa s'étaient adoucies. Les tendances de maman à favoriser étaient tempérées par une nouvelle prise de conscience. Il n'était pas parfait. Aucun de nous ne l'était, mais il faisait des efforts. Et cet effort signifiait tout. La leçon la plus profonde que j'avais apprise était que l'honnêteté, même douloureuse, crée la possibilité d'une connexion authentique. Pendant des années, j'avais ravalé mon ressentiment, maintenu la fiction familiale et protégé le confort des autres au détriment de ma propre dignité. Ce moment de vérité à la table du dîner, aussi inconfortable qu'il ait été, avait finalement libéré non seulement moi, mais toute ma famille d'une toile de faux-semblants qui nous avait tous contraints. Alors que je déverrouille la porte de mon appartement, je pense à quel point ma vie semble différente maintenant, par rapport à il y a un an. Pas seulement extérieurement, avec l'entreprise qui grandit, la reconnaissance professionnelle, mais intérieurement. Le besoin constant de prouver ma valeur, de me mesurer à un standard impossible, s'est estompé. À sa place se trouve quelque chose de plus calme, mais de plus durable, l'auto-validation.
Je me demande combien d'autres familles maintiennent des fictions similaires, des enfants chéris et des boucs émissaires, des façades de perfection qui masquent des vérités plus profondes. Combien de frères et sœurs sont assis à des tables de dîner, ravalant des vérités qui ont besoin d'être dites. Si vous regardez ceci et reconnaissez votre propre dynamique familiale dans mon histoire, j'espère que cela vous donnera du courage. Dire la vérité n'est pas une question de vengeance ou de création de drame. C'est une question de créer la possibilité de relations authentiques. Parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour nos familles et pour nous-mêmes est de briser les cycles de faux-semblants qui nous maintiennent enfermés dans des schémas nuisibles.